Bonjour Ouais. à tous. Bon, on est ravis de vous retrouver ici ce soir dans ce live spécial alternance pour l'ESD et l'ESP. Pour démarrer, on va commencer en fait par parler du sujet qui vous intéresse tous aujourd'hui, le 7 juillet. C'est « Je n'ai pas encore mon alternance, je cherche encore mon contrat pro ou mon contrat d'apprentissage. On est le 7 juillet, est-ce que c'est un drame ou pas ?» Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que pas du tout. Pourquoi? Parce que la plupart des contrats pro, en fait, ils sont généralement signés pendant l'été, voire au mois de septembre, juste avant les rentrées. Donc, traditionnellement, on est aujourd'hui à une quinzaine de pourcents de contrats qui sont signés. Ça peut être varié un petit peu selon les villes, mais globalement, on est toujours à peu près à 15%. Donc, ça n'est pas dramatique. Maintenant, la mauvaise nouvelle, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que l'été risque quand même d'être un peu studieux, puisqu'un contrat de pro, ça se trouve pas, un contrat d'apprentissage ou un contrat de pro, ça se trouve pas comme ça. C'est un vrai travail. Ça se trouve pas en 10 candidatures. Il va falloir, en effet, mettre les bouchées doubles si c'est pas déjà fait, et puis se fixer, je dirais, un objectif minimum qui serait d'envoyer au moins 5 candidatures tous les jours. Comme ça, vous faites ça tous les matins et puis vous savez que c'est votre journée démarre comme ça. Vous savez que l'objectif est rempli. Et en faisant ça jusqu'aux rentrées qui auront lieu fin septembre dans toutes les villes, il n'y a pas de raison. En plus de ça, vous avez quand même dans vos campus les équipes qui sont là pour vous accompagner au quotidien, pour préparer votre projet professionnel, pour identifier les entreprises qui vous font rêver, pour préparer vos outils, pour vous rebooster quand il y a des petites pertes de motivation qui peuvent arriver. Hein, c'est bien légitime puisque c'est un vrai marathon, la recherche de contrat pro. Donc, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Tout le monde est sur le pont pour vous accompagner pendant tout l'été et puis encore sur le mois de septembre. Donc, on garde la motivation et rien n'est fait. C'est vraiment, on n'est qu'au tout début de la campagne. Donc, moi, je vous laisse avec Élise pour parler plus spécifiquement, en tout cas, du dispositif de l'alternance et notamment des différences entre le contrat d'apprentissage et le contrat pro, puisque ce sont les deux dispositifs que nous allons vous proposer cette année. Ouais, exactement. Du coup, souvent, on me pose la question de l'alternance, c'est quoi? Du coup, l'alternance, c'est un rythme qui va vous permettre de partager votre temps entre l'école pour acquérir un savoir-faire théorique et également l'entreprise pour bénéficier d'un savoir-faire pratique qui va favoriser votre immersion professionnelle. Donc, ça va vous permettre d'allier une vie étudiante et une vie professionnelle tout en ayant une rémunération qui est un pourcentage du SMIC en fonction de votre âge. Donc, l'alternance va regrouper deux types de contrats, donc le contrat de professionnalisation et également le contrat d'apprentissage. Donc, dans les deux cas, vous avez un statut de salarié avec tous ces avantages et c'est l'entreprise qui va payer votre scolarité avec l'aide de l'OPCO, qui est un opérateur de compétences. Le salaire en apprentissage est un petit peu plus bas qu'en contrat de professionnalisation. Comme je vous l'ai dit, c'est un pourcentage du SMIC. On est à 53%, donc ça vous fait à peu près 816 € par mois si vous avez plus de 21 ans. Mais il faut prendre en compte que vous êtes payé en net et qu'en plus, vous allez avoir 5 jours de congés payés supplémentaires pour réviser vos examens. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et l'apprentissage est le plus intéressant aussi pour les entreprises parce qu'elles bénéficient de plus d'aide. Donc, je vous conseille de mettre le contrat d'apprentissage en avant lors de vos candidatures. Voilà. Ensuite, Perrine, je pense que tu peux expliquer un petit peu comment attirer l'attention d'un recruteur pour les étudiants. Alors oui, parce que donc on vous explique comment mettre toutes les chances de votre côté. Et du coup, il y a un certain nombre de points clés à côté desquels il faut éviter de passer. Donc le tout premier, en effet, c'est vraiment de mettre en avant l'apprentissage, puisque aujourd'hui, on est quand même dans une période où l'apprentissage est très fortement soutenu par le gouvernement. Alors, ça fait plusieurs gouvernements déjà, mais en tout cas, le gouvernement actuel met vraiment les bouchées doubles pour soutenir ce dispositif-là. Je dirais l'alternance au sens large, mais vraiment en priorité l'apprentissage. Et du coup, les entreprises sont vraiment bien aidées pour pouvoir vous recruter à moindre frais. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez préparer, étudier pour pouvoir argumenter directement auprès des recruteurs que vous allez rencontrer. Ensuite, alors évidemment, on parle beaucoup des outils. Moi, je dirais que le maître mot pour vos candidatures, c'est d'essayer d'être le plus créatif possible.
en étant vous-même, c'est-à-dire en vous présentant vous comme les super compétences avec de vraies valeurs ajoutées pour les entreprises qui vont s'intéresser à votre profil. En gros, il y a quelques éléments que vous allez devoir travailler. Le premier élément, bien évidemment, vous vous en doutez, c'est votre visibilité online. Alors, quand je parle de visibilité online, c'est LinkedIn, bien sûr, mais c'est pas que ça, parce que vous le savez, les recruteurs, avant même d'aller de vous téléphoner pour prendre un rendez-vous pour un entretien, vont vérifier un petit peu quelle est votre réputation. Donc, ils vont aussi aller voir sur votre Facebook, sur votre Instagram, sur tous les réseaux sur lesquels vous apparaissez. Donc, c'est simple, hein, ils vont taper votre nom sur Google. Donc, vérifiez déjà avant que votre réputation est propre et que vous ne tombe pas rapidement sur une photo de soirée, vous n'êtes pas forcément à votre avantage parce que ça peut tout de suite en fait bloquer cette opportunité que vous auriez eue. Toujours réseaux sociaux, bien sûr, le LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est vraiment, ça doit être un outil clé de votre démarche de candidature. Votre profil doit être évidemment bien complet, bien rempli, mis à jour, une petite bio, sans trop vous étendre. Il faut vraiment rester synthétique, mais quelque chose qui donne envie, qui soit un peu percutant. La photo, attention, la photo, et là, c'est la même chose pour le LinkedIn et pour votre CV. Soyez un peu vigilant sur votre photo. Il faut vraiment quelque chose de sobre. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir une cravate pour les messieurs, mais c'est juste, on évite la photo de soirée, on évite la photo où on a coupé le copain ou la copine et où on voit du coup encore ses mèches de cheveux. C'est du vécu. Donc, prenez le temps vraiment de faire une photo sympa. Et au pire, une photo d'identité fera toujours mieux l'affaire qu'une photo que vous aurez mal recadrée et qui manquera un petit peu de sérieux. Et puis ensuite, c'est d'être actif régulièrement, parce que c'est pas le tout d'avoir un profil, c'est aussi de suivre les entreprises qui vous intéressent, de suivre les sujets qui vous intéressent, voilà, les groupes liés à la com, au digital, à la pub, et d'être le plus actif possible sur ces sujets, en likant, en repartageant, en commentant des publications. C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir être repéré par des recruteurs et interagir avec eux. Ça, c'est pour la visibilité. Ensuite, il y a la dernière partie, c'est faire attention au choix de mots-clés LinkedIn. Donc là, je ne vais pas trop m'étendre. On peut vous montrer peut-être, Julien, il y a un bon article sur Presse Citron qui vous explique comment choisir les mots-clés pour être bien, pour que les recruteurs, quand ils cherchent quelqu'un comme vous trouvent. Donc ça, c'est vraiment important de passer aussi du temps à bien les choisir pour pouvoir remonter dans les résultats pour les offres que vous visez. Bien évidemment, le réseau virtuel, c'est bien, mais si vous pouvez aussi prendre part à un maximum d'événements qui sont liés aux sujets sur lesquels vous voulez être visible, alors des événements en physique, mais aussi de plus en plus en virtuel par rapport à la crise que nous connaissons. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'aller sur des salons, d'aller sur des congrès, de participer aux masterclass de votre école pour pouvoir rencontrer des pros et là encore, se rendre visible. Le réseau, c'est aussi les gens de votre classe, c'est aussi vos intervenants professionnels. Donc, c'est vraiment essayer de mettre à profit l'ensemble de vos réseaux pour pouvoir être rapidement contacté, identifié par des recruteurs. Le CV, alors le CV, vous avez tout et n'importe quoi comme conseil sur le CV. Donc moi, je dirais quelque chose qui compte un peu pour tout. Le CV, l'important, c'est les fautes d'orthographe. Vraiment, prenez du temps, faites-vous aider, faites-vous relire. C'est ça qui est important parce que ça peut être vraiment rédhibitoire. Alors bien évidemment pas pour tous les recruteurs, mais pour certains, la première faute, votre CV part directement. Il n'y a pas de deuxième chance. Donc, soyez super vigilants là-dessus. Ensuite, si vous êtes créatif et si vous êtes dans une filière créative, évidemment, lâchez-vous parce que c'est aussi ça qui va vous permettre de sortir du lot. Maintenant, si vous l'êtes moins, inutile de faire quelque chose de trop créatif qui, du coup, peut derrière avoir l'effet inverse de celui qu'on recherche. Restez à ce moment-là sobre plutôt que de partir sur quelque chose d'un peu hasardeux. Je voulais revenir aussi sur les candidatures spontanées, puisqu'on nous pose souvent la question.
Le spontané, est-ce que c'est utile ou pas? Alors, je dirais que sur les grosses structures, plutôt non, parce que la plupart ont des sites carrières et du coup, vous n'allez pas sortir du lot parce qu'en fait, votre candidature ne va jamais arriver sur le bon bureau. Maintenant, sur tout ce qui va être petite agence, petite PME, allons-y, ça peut être intéressant, si tant est que vraiment ce soit vraiment travaillé avec quelque chose de très percutant et très personnalisé. Si c'est pour envoyer du spontané complètement, voilà, quelque chose de pas du tout personnalisé, pas du tout individualisé et pas du tout en rapport avec l'entreprise, c'est inutile. Idem, voilà, je vous dis pour les grosses entreprises, je ne le conseille pas forcément. En revanche, peut-être que si vraiment vous avez une entreprise qui vous fait vraiment rêver, à ce moment-là, mettez toutes les chances de votre côté, prenez vraiment du temps et faites une candidature qui sort du lot. Hein. Vous avez forcément vu des exemples d'étudiants qui font vraiment des choses superbes et qui, du coup, leur permettent d'être visibles et de se faire potentiellement recruter dans cette entreprise ou sinon dans une autre grâce au buzz que la candidature aura permis de créer. On a à peu près 40% des étudiants qui trouvent une alternance grâce à la candidature spontanée. Donc, c'est quand même assez important. Tout à fait. Tout à fait. Mais voilà, encore une fois, c'est vraiment en fonction de l'entreprise et puis ça nécessite un vrai travail de votre part pour que ce soit vraiment personnalisé. Évidemment, monter des projets ou y contribuer si vous ne les montez pas. Donc, ça peut être des projets étudiants qui peuvent se transformer en vrai entrepreneurial. Ça, c'est toujours très bien vu, hein, de se dire, bah, il n'est pas seulement étudiant, il va aussi au bout de ses envies et de ses projets pro. Si vous ne montez pas de projet, parce que tout le monde n'a pas forcément la flamme entrepreneuriale, c'est aussi valoriser, faire en sorte de mettre en avant les projets d'école auxquels vous participez. Là, on voit à l'écran la compétition Adventure. Ce sont des étudiants de l'ESP Lyon qui l'ont remporté. C'est une compétition qui a vraiment une résonance européenne. Donc, c'est très intéressant, bien sûr, de la valoriser dans les expériences, sur le LinkedIn, etc. Donc, quand vous avez des belles réussites, pensez vraiment à vous en servir parce que c'est clé pour vous différencier aussi. Et puis enfin, ça c'est quelque chose auquel il faut penser aussi. On parle du réseau. Votre réseau peut vous être utile pour vous coopter. La cooptation, c'est quand même quelque chose par lequel beaucoup d'entreprises passent. Ça évite les erreurs de casting bien souvent. Et la cooptation, du coup, c'est de se dire, bah, en fait, dans les entreprises dans lesquelles j'aimerais travailler, est-ce que je connais quelqu'un, plus ou moins directement, quelqu'un qui va pouvoir faire passer mon CV. Vous serez très souvent, pour ne pas dire toujours, accueilli avec plus de bienveillance que quelqu'un qui débarque comme ça sans recommandation. Donc n'hésitez pas, c'est des choses qui se font, il ne faut pas avoir peur et c'est pas du piston, c'est vraiment de la cooptation, c'est un vrai système qui est plébiscité par les entreprises, donc usez-en et vraiment n'hésitez pas à en abuser. Voilà pour les grandes lignes. C'est difficile je ne peux pas être exhaustive, j'ai encore plein d'autres conseils, mais en tout cas j'espère que déjà là-dessus ça vous donnera quelques clés. Et puis on va revenir du coup sur comment vous allez faire en sorte de convaincre une entreprise de vous faire confiance dans le cadre de cette alternance avec Elise. Ouais, donc dans un premier temps, vous pouvez dire à l'entreprise que grâce à votre formation, vous allez apporter des compétences nouvelles à l'entreprise. Vous allez être au plus près du marché, des nouvelles tendances, notamment par l'intermédiaire en fait de vos intervenants, qui sont des professionnels. C'est aussi un outil de pré-recrutement, donc ça va permettre à l'entreprise de détecter votre potentiel pendant 1 ou 2 ans en fonction de votre contrat. Et également, vous, de votre côté, ça va vous permettre de voir si l'entreprise et les missions vous correspondent et également de peaufiner votre projet professionnel. Donc, l'alternance va aussi permettre d'anticiper la croissance de l'entreprise sans forcément la fragiliser financièrement parce qu'il n'y a pas d'obligation d'embauche à la fin. Il n'y a pas aussi de prime de précarité. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais par exemple, suite à la crise sanitaire, ça va vraiment permettre à l'entreprise d'anticiper la hausse d'activité qui va venir dans quelques mois sans forcément s'engager sur le long terme. Ce qui est le but aussi de l'alternance. Ça permettra aussi, en tout cas le service relations entreprises,
sera là pour accompagner l'entreprise sur toutes les démarches, notamment pour la contractualisation de l'embauche, réalisation du CERFA, de la convention de formation professionnelle. Il y aura aussi un suivi de l'immersion professionnelle de l'étudiant pendant toute la formation. Et aussi, on ne va pas se le cacher, il y a aussi un gros avantage financier pour l'entreprise. L'entreprise elle va vous payer un peu plus bas qu'un salarié en CDI, et elle aura aussi une aide pour payer votre formation. Donc l'aide qui est de l'OPCO dont on a parlé tout à l'heure, d'opérateur de compétences. Voilà. Si vous mettez ça en avant lors de votre candidature, vous allez peut-être décrocher un entretien. Je te laisse suivre, Perrine. Alors oui, l'entretien, ça y est, on se dit, bon, là, c'est le moment ou jamais de convaincre. Comment on réussit? C'est pas évident parce que chaque recruteur est différent et va attendre des choses potentiellement différentes du candidat qu'il aura en face de lui. Mais globalement, on a tenté de lister les principaux écueils à éviter quand vous êtes face à un recruteur, que ce soit un RH ou un opérationnel. La première, c'est on évite d'arriver, alors ni trop tôt ni trop tard. Trop tôt, vous allez faire le tour du quartier, vous allez boire un café ou un déca si vous êtes en stress. Et si vous êtes en retard, vous prévenez bien sûr votre recruteur, donc vous vous débrouillez pour avoir toujours avec vous ses coordonnées et puis un téléphone avec de la batterie pour pouvoir prévenir. Mais globalement, on arrive plutôt 5 minutes à l'avance, ni plus ni moins. Ça vous permet de vous poser tranquillement en salle d'attente. N'arrivez pas en avance parce que la personne déjà a autre chose à faire et vous n'êtes pas dans son planning. Donc, ça ne sert à rien de déranger et de commencer potentiellement à agacer la personne si vous arrivez un peu tôt. Alors, le deuxième point clé, c'est votre tenue. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas forcément le costume-cravate, surtout dans nos métiers de la com, de la pub, du digital. Sauf peut-être si jamais vous allez digitaliser un grand nom de la banque ou de l'assurance, encore que, parce que ce sont malgré tout des services qui sont quand même assez innovants et modernes. Alors, vous pouvez aussi aller espionner le recruteur ou des gens de son entreprise sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu sur leur réseau professionnel quelle tenue ils arborent. Et c'est vrai que s'il y a une cravate, peut-être qu'une chemise pourra faire l'affaire. Sinon, dans la plupart des cas, habillez-vous sobrement, simplement. Évitez peut-être quand même les baskets, mais un jean, bien souvent, peut faire l'affaire avec une veste. Encore une fois, sentez vraiment le pouls de l'entreprise pour pouvoir choisir votre tenue. C'est important, mais globalement, vous venez juste propre, c'est important. Vous n'oubliez pas le déo, parce que si vous avez une petite montée de stress due à un retard, ça peut aussi arriver. Donc, vous venez propre, et puis vous oubliez tout ce qui est trop. Trop décolleté, trop sexy, trop parfumé, trop court, trop gominé, trop apprêté. Vous restez vous-même dans voilà, la sobriété. La sobriété, c'est ce qui paye généralement. Vous préparez, bien sûr, parce que l'erreur la plus classique, c'est j'ai vu de la lumière, hein, du coup, je me suis présentée. Non, en fait, vous n'êtes pas là pour trouver une alternance, vous êtes là pour convaincre que ça va être vraiment intéressant de travailler avec vous. Et du coup, pour ça, il faut avoir tout bossé. C'est quoi cette entreprise, son effectif, ses valeurs, les différents projets clés sur lesquels elle a travaillé, ses campagnes de pub ou ses campagnes digitales récentes, est-ce que ça a été des succès ou un peu moins des succès? En tout cas, vraiment, il faut qu'on sente que vous avez bossé et que vous n'êtes pas là par hasard. Voilà, bien sûr, toujours garder de la précision. Par exemple, quand on vous demande de vous présenter, soyez vigilants, on a toujours envie de parler de soi, etc. Ça ne sert à rien de remonter à la maternelle. Vous démarrez après vos études post-bac, ça suffit amplement. Et vous essayez de tenir ça sur 3 ou 4 minutes. L'idée, c'est pas de raconter toute votre vie, c'est vraiment d'expliquer pourquoi vous avez choisi tel type d'études. Donc post-bac, pourquoi là, vous choisissez plutôt l'alternance que la formation initiale et dans telle école, et puis qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé dans ce bureau face à ce recruteur. Ça ne sert à rien d'aller plus loin que ça, puisque derrière, il va y avoir un échange de questions-réponses si jamais la personne a envie de creuser.
y a une erreur qui revient souvent, mais vraiment là-dessus, j'insiste, critiquer les anciens employeurs ou les anciennes écoles, c'est vraiment le point noir. On a tous pu avoir des expériences un peu plus difficiles. En tout cas, trouver une manière de valoriser une expérience, même qui a pu se passer un peu plus difficilement. Il y a forcément des enseignements à en tirer. Éventuellement, vous ne vous étendez pas forcément sur cette entreprise, vous allez plutôt valoriser d'autres missions que vous avez pu avoir, mais en tout cas, ne jamais critiquer, puisque imaginez-vous bien, le recruteur va se dire, quand il va partir de chez moi, potentiellement, il pourra dire la même chose de son équipe, de son service ou de son entreprise. Donc, on se garde bien de toute remarque négative. Il y a une erreur aussi qui revient beaucoup, c'est les candidats qui se présentent en entretien sans prendre de notes, sans avoir un bloc-notes et un stylo ou autre. Vous pouvez très bien, si vous êtes plus à l'aise, noter sur une tablette, ça vous regarde. Mais en tout cas, les notes, c'est important pour pour 3 raisons essentielles. La première, c'est que ça occupe vos mains, qui du coup n'ont pas de tic à jouer avec le stylo, à taper sur la table nerveusement, à faire des bruits avec vos ongles. C'est déjà la première vraie raison. La deuxième, c'est que du coup, ça montre aussi votre motivation, votre intérêt pour ce que le recruteur vous raconte. Et c'est quand même clé pour montrer que vous êtes la personne qui se projette et qui a envie de rejoindre cette équipe. Et la troisième, ça vous permet aussi de préparer vos questions au fur et à mesure, en fait, au fil de l'eau de ce que le recruteur vous raconte. Notez vos questions, comme ça vous ne le coupez pas et vous lui poserez vos questions quand la fatidique question arrivera. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Et là, vous aurez de la matière, puisque c'est la dernière erreur, c'est de ne pas avoir de questions, de dire non, c'est très clair pour moi. Eh bien non, en fait, vous avez forcément des questions et vous allez éviter, bien sûr, de parler de la rémunération, parce que vous la connaissez, puisque vous visez un contrat qui est encadré par la loi. Donc, vous n'avez pas à poser ce genre de questions, vous avez l'info, mais n'allez pas forcément trop non plus sur les congés, les RTT, les tickets resto. Vous pouvez poser d'autres questions plus liées vraiment qui vont montrer vraiment que vous vous projetez. Et là, ça va être comment fonctionne l'équipe, quels sont les gros projets auxquels je dois m'attendre l'année prochaine. Est-ce que vous avez l'habitude, vous, de travailler avec des alternants? Est-ce que ce poste est traditionnellement occupé par un alternant? Si oui, quel est son profil? Quelles sont les typologies de profils qui sont en concurrence avec moi? Et puis surtout, la vraie question, et ça qui vous intéresse vraiment, c'est à quelle suite je dois m'attendre pour la suite du process. C'est intéressant parce que vous allez savoir si vous attendez une réponse sous 3 jours ou sous 3 semaines. Donc, n'hésitez pas. Et ça vous donne aussi une date à laquelle vous allez pouvoir relancer éventuellement si vous n'avez pas de réponse. Dernier point à éviter, c'est de ne pas clôturer par un mail de remerciement. Et puis de ne pas, ou alors ce mail de remerciement, de l'envoyer trop tôt. On a vu des étudiants qui l'envoyaient quasiment sur le pas de la porte en sortant de l'entretien. Bien non, parce que du coup, ça doit vous permettre quand même de revenir un petit peu sur ce qui a été dit. Donc, prenez le temps. On n'est pas, voilà, vous avez jusqu'à la soirée ou le lendemain pour revenir avec ces quelques lignes sur ce qui a été dit et puis rappeler votre motivation par rapport à des points précis. Donc, ne sortez pas précipitamment pour pouvoir envoyer ce mail de remerciement. Donc, bon, ça, c'est vraiment les généralités. C'est vrai qu'on traverse donc cette période quand même très particulière de la crise du Covid-19. Et du coup, il y a quelques spécificités qu'on souhaitait aborder avec vous aujourd'hui. Et donc, c'est Élise qui va vous les présenter. Effectivement, on ne va pas se cacher. On a traversé une grave crise économique et sanitaire. Donc, les entreprises sont un petit peu plus frileuses à recruter pour l'instant. Mais pour se relever, pour se maintenir quand même à flot, pour innover, elles ont besoin de recruter pour pas trop cher et sans forcément s'engager sur le long terme. Donc, ce qui est le principe de l'alternance, donc ça tombe bien. Mais il va falloir que vous adaptiez votre discours en fonction des entreprises et du secteur d'activité. Parce qu'il y a certaines activités, certains secteurs qui ont vraiment subi le Covid. C'est des secteurs d'activité comme le tourisme, l'événementiel. Et il y en a d'autres, au contraire, qui vont continuer de croître, par exemple le secteur de l'agroalimentaire, l'énergie.
tout ce qui est loisirs pour enfants, le bien-être aussi. Il y a aussi le secteur du sport qui s'est réinventé avec le sport à la maison. Je pense que vous avez été nombreux à regarder les applications des lives en direct. Et surtout, certaines boîtes se sont rendues compte qu'elles devaient impérativement avoir une visibilité sur les réseaux sociaux et également développer toute leur partie digitale. Donc finalement, ils ont besoin de profils comme les vôtres. Donc n'hésitez pas à le mettre en avant dans vos mails, dans vos lettres de motivation également. Et la bonne nouvelle, Diane nous a posé la question en direct, mais effectivement, l'État a décidé de soutenir l'alternance et elle propose des aides qui vont de 5 000 à 8 000 euros pour les entreprises qui recrutent, mais uniquement pour les apprentis qui vont jusqu'au bac+3. Donc, uniquement pour les bachelors. Les masters ne peuvent pas bénéficier de cette aide. Aujourd'hui, cette aide, elle est beaucoup plus intéressante pour l'entreprise parce que finalement, le fait de vous recruter en contrat d'apprentissage, ça leur coûte moins cher qu'un stagiaire. C'est étonnant, mais avec l'aide de 8 000 euros, si vous avez plus de 21 ans, vous êtes en bachelor 3, en gros, ça leur coûtera 150 euros par mois. Vous êtes payé comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, mais eux, ils ont beaucoup moins de frais. Donc, il faut le mettre en avant dans vos mails, dans vos candidatures. C'est une belle opportunité pour les bachelors. Certains masters ne sont pas contents d'ailleurs, mais voilà, il faut les masters mettre en avant aussi vos compétences et vos expériences qui sont plus importantes. On ne présente vraiment pas une candidature de bachelor comme une candidature de master de toute façon, puisque là, pour le coup, vous, master, vous allez plus axer sur l'expertise, sur la possibilité de recrutement à l'issue, sur l'apport de compétences vraiment très, très poussées. Alors que les bachelors qui sont traditionnellement un petit peu plus embêtés quand même, hein, les recherches, elles sont plus compliquées les autres années pour les bachelors. Là, vraiment, ça vous fait un bel argument à valoriser. Donc, chacun, finalement, a son argument et ça rééquilibre un peu les cartes pour cette étape. Oui, et puis également pour les étudiants qui n'ont pas trouvé d'alternance aujourd'hui, vous inquiétez pas, l'État a anticipé aussi la reprise qui va peut-être arriver d'ici septembre. Et du coup, aujourd'hui, vous avez jusqu'à 6 mois après le début de votre formation pour trouver une entreprise. Après, je pense que vous allez peut-être trouver en amont. Je pense que septembre-octobre, c'est la belle période. Il va y avoir des recrutements, surtout avec les aides. Voilà. Après, il faut aussi être conscient qu'il va falloir vous adapter, pas que sur le discours, mais aussi pour passer des entretiens, parce qu'il y a des entreprises qui continuent à passer des entretiens en visioconférence. Donc, faites attention de bien être à l'heure, de vérifier votre connexion Internet, d'avoir vérifié toute la partie technique, lorsque en plus vous avez des liens sur des plateformes particulières, bien activer votre micro, votre vidéo, que le micro marche bien. Faites attention aussi à l'espace de derrière, de bien ranger, que ça soit assez, propre, qu'il n'y ait rien d'imposant. Si vous avez des animaux, essayez de les enfermer dans une autre pièce pendant l'entretien. Ça peut être rigolo, le petit chat qui se balade devant l'écran, mais ça risque aussi de vous perturber. Faites attention aussi de bien vous habiller, mais pas que en haut, et également en bas. Parce que par exemple, si vous avez oublié de brancher votre ordinateur, vous devez aller chercher la prise, vous devez vous lever, ça peut être un petit peu embêtant. Voilà, on rigole, mais c'est arrivé. Et puis aussi, faites attention de ne pas mettre de fiches à côté de vous, de ne pas avoir votre petit bloc-notes et que vous lisez. Ça se ressent dans votre voix, il y a beaucoup moins d'interaction avec le recruteur. Et par contre, ne soyez pas trop à l'aise non plus, sous prétexte que vous êtes à la maison. Essayez de bien vous tenir sur votre chaise. Ne vous affalez pas si vous êtes sur un ordinateur, sur un canapé par exemple. Essayez de vous tenir quand même droit. Et après, vous avez le droit aussi d'avoir un petit verre d'eau à côté de vous pour vous réhydrater lors de la discussion. Voilà. On passe aux questions peut-être ? Ouais, on a pas mal de questions. Ouais. Alors, du coup, tu as répondu, Élise, à Diane. On a une question de Marie qui nous demande si c'est intéressant de se rendre directement dans l'entreprise pour faire une demande. C'est difficile de répondre à cette question. Peut-être, Élise, tu auras un avis différent du mien. Moi, j'aurais tendance à vous dire non, Marie, parce que même si ça peut être pris
pour de la motivation par certaines entreprises, peut-être de taille un peu plus réduite, bien souvent, vous pouvez arriver à un moment qui dérange, ou éventuellement, les personnes de l'accueil vont vous dire bah, « je prends votre CV, rentrez chez vous ». Donc du coup, je ne pense pas que ce soit un vrai… ça va vous faire perdre beaucoup de temps en plus. Donc je pense que ce soit un bon investissement de temps. Maintenant, peut-être que des recruteurs peuvent… Peut-être qu'il y a des contre-exemples du côté d'Élise, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Moi, effectivement, c'est arrivé dans le cas où des étudiants vont directement à l'entreprise et finalement, bah, ils ont de la chance, ils tombent sur le responsable communication, sur le directeur ou sur une assistante qui est sympa et ils passent des entretiens directement où leur candidature est vraiment regardée. Après, ce qui peut être sympa aussi, c'est de ne pas faire… de changer vos outils de candidature et faire, par exemple, un CV un peu plus original, un petit peu plus travaillé lorsque vous le donnez directement à l'entreprise. Effectivement, il faut aussi faire attention à ces journées. Moi, je déconseille d'aller en entreprise le lundi, le mercredi et le vendredi. Les débuts de semaine, les entreprises ont beaucoup de travail, des mails à traiter ou ils peuvent avoir des rendez-vous. Le mercredi, c'est la journée, on va dire, des congés aussi. Certaines mamans sont près de leur enfant. Donc, le mardi et le jeudi, je pense que c'est la bonne période. Mais s'il y a une entreprise où vous avez vraiment envie d'intégrer, je pense que ça peut être un bon moyen d'aller les rencontrer directement. Ça fait la différence parce qu'il y a très peu d'étudiants finalement qui vont en entreprise aussi. Peu d'étudiants font cette démarche-là. Ensuite, on a Thibaut Crochet qui nous dit « Je suis un recruteur, à qui dois-je m'adresser? Je recherche un profil marketing avec des compétences en création graphique. » Bah, super, on a tout ce qu'il faut. Ça va dépendre de la ville, Thibaut, puisque en fait, vous avez les coordonnées sur notre site internet. Vous avez des responsables relations entreprises différentes à Paris, à Lyon et à Bordeaux. Et puis, vous pouvez aussi déposer directement votre offre sur notre site internet pour que l'on puisse très vite prendre contact avec vous et la diffuser auprès des candidats qu'on a en recherche. En tout cas, merci. Ensuite, il y a Zara qui nous demande si quelqu'un qui est accepté dans une école d'ingénieur mais qui n'a pas d'expérience professionnelle, est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Alors, c'est moins notre qualité, les écoles d'ingénieurs, hein. Vous l'aurez compris, mais on va essayer, Zara, quand même. De toute façon, quand on n'a pas d'expérience, il faut, quoi qu'il en soit, valoriser autre chose. Puisqu'on sait de toute façon que quand on est étudiant, on a rarement beaucoup d'expériences professionnelles. Il faut aller chercher dans les expériences de job d'été qui peuvent être vraiment valorisables. Il faut essayer de se creuser un peu la tête pour faire des ponts entre les compétences que vous avez pu développer, même en travaillant en McDo ou en faisant la cueillette de fruits et légumes. Il y a forcément des compétences. Ça peut être le travail d'équipe, ça peut être l'efficacité, la rapidité, ça peut être ça peut être tout un tas de choses, mais en tout cas, ça montre que vous connaissez quand même le monde de l'entreprise, même si vous ne l'avez pas, vous ne vous y êtes pas frotté dans le secteur d'activité que vous visez aujourd'hui. Au-delà des jobs d'été, il y a forcément tout l'investissement que vous pouvez avoir auprès d'associations, de bénévolat, etc. Parce que c'est aussi, ça prouve aussi que vous êtes quelqu'un d'engagé, ça prouve que vous investissez du temps dans des causes qui vous tiennent à cœur. Donc vraiment, ça, n'hésitez pas. Et puis tout ce qui va être projet étudiant, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment à valoriser. Puisque bien souvent, et je suppose qu'en école d'ingénieur, vous êtes aussi mise à contribution sur ce genre de projet. Vous avez des projets de groupe ou des travaux individuels sur lesquels on vous demande de travailler et qui peuvent être bien souvent présentés en fonction bien sûr de l'exigence de la confidentialité ou non, mais en tout cas, vous avez forcément des choses à en retirer pour pouvoir les mettre en avant dans vos candidatures. Donc, il faut vraiment aller piocher là-dedans, réfléchissez bien aux compétences que vous avez pu développer par ailleurs pour pouvoir les présenter à un recruteur. Ouais, souvent, moi, je dis il faut valoriser un maximum votre savoir-être. Le savoir-faire peut s'acquérir en étant autodidacte. Si vous êtes aussi en formation, vous allez acquérir toutes les compétences. Et voilà, parlez aussi en entretien de vous, de votre personnalité, de vos centres d'intérêt, c'est très important. Il faut savoir que le recruteur, il recrute bien souvent, en tout cas quand on parle d'alternance,
un potentiel, en fait. Il sait que vous êtes là aussi pour apprendre, il sait que vous êtes en formation. Il n'est pas en train de recruter un senior qui va être un grand expert du sujet. Donc, il a surtout aussi envie il sait qu'il va passer beaucoup de temps avec vous pendant l'année ou les 2 ans à venir. Donc, il a aussi envie de quelqu'un de sympathique, de motivé, de souriant et avec lequel le feeling passe bien. Donc, avant tout, ça, c'est vraiment aussi des choses à mettre en avant puisque pour vous comme pour lui, c'est un échange encore une fois. Donc, vous devez le convaincre pas uniquement de vos compétences, mais du fait que ça va être sympa et agréable de travailler avec vous pendant 1 an. Focalisez-vous aussi là-dessus. Ensuite, il y a Marie qui nous demande comment faire 5 demandes par jour en personnalisant chacune d'entre elles. Alors, l'organisation. Il y a une question d'organisation, tu as raison. Et il y a aussi une question de niveau de personnalisation, je pense. Moi, je vous ai demandé, je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était bien de personnaliser, surtout voilà, quand on fait du spontané. Évidemment, comme Élise l'a dit, quand on se déplace en entreprise ou quand on a vraiment des structures qui vous font rêver particulièrement, où là, ça va venir tout seul, en fait, votre motivation va de toute façon transpirer dans l'écrit que vous allez joindre. Pour les autres, franchement, on n'est plus dans une lettre de motivation qui fait une page et qui suit le plan vous, moi et nous. On n'en est plus là. On est plutôt dans quelque chose d'assez percutant et court, un petit pitch mail d'une dizaine de lignes maximum qui va dire, voilà, j'ai vu que vous faisiez ça, moi je fais ça et j'ai envie qu'on travaille ensemble. Ça suffit plutôt que d'aller vraiment sur le format la lettre, madame, monsieur, et je vous prie d'agréer mes sincères salutations. Ne perdez pas de temps avec tout ça, puisque de toute façon, c'est quand même très peu lu. Je suis désolée de vous le dire pour ceux qui passent beaucoup de temps à faire des jolies lettres de motivation. La plupart du temps, en fait, on regarde surtout le CV. S'il y a quelque chose qui nous gêne dans le CV, ça part. On ne va même pas lire la lettre de motivation. Donc, focalisez-vous vraiment sur votre CV. Et puis, essayez plutôt de rédiger un mail percutant qui, là, du coup, va pouvoir être personnalisé un petit peu plus puisque ça sera plus court et jeter aux oubliettes la lettre de motivation. Ouais. Il y a des étudiants qui font des lettres de motivation vraiment originales avec, par exemple, un système de lecture, lettre de motivation assez longue et un résumé aussi avec un jeu de couleurs. Vous êtes dans la communication, donc vous pouvez vous permettre de vraiment faire preuve de créativité. Les lettres de motivation noir sur blanc, effectivement, les recruteurs ne les lisent plus. C'est un petit peu ennuyeux. Donc, éclatez-vous sur, même si vous avez des compétences graphiques, faites quelque chose, vous pouvez faire des petits dessins. C'est aussi intéressant pour l'entreprise. Et vous sortez du lot. Et vous sortez bien, exactement. On a Marie qui nous demande comment est-ce qu'on relance les entreprises qui prennent du temps à répondre. Alors déjà, qu'est-ce que c'est prendre du temps? Parce que c'est pour ça, je reviens sur la question que vous devez poser en sortant de l'entretien, c'est quelle est la suite? Pour quand dois-je m'attendre à une réponse? Comme ça, ne relancez pas trop tôt non plus. En revanche, si le délai est passé, vous attendez un jour ou deux de plus, et là, vous pouvez relancer. Là, je parle vraiment si vous avez eu l'entretien, parce que du coup, peut-être que dans la question, il y avait aussi suite à une candidature, simplement. En tout cas, suite à un entretien, relancer, passer un coup de téléphone ou un mail en disant on avait convenu d'une réponse dans ces jours-ci. Est-ce que vous avez pu faire votre choix? Je vous renouvelle toute ma motivation pour le poste. Si c'est suite à une candidature, on est plutôt autour d'une quinzaine de jours. C'est vraiment, là pour le coup, ça fonctionne bien. Il faut juste pas tomber dans le trop non plus, décidément. Attention parce que ça peut agacer un petit peu si vous rappelez tous les jours. Je le dis parce que c'est pareil, ça arrive. Ça peut vraiment avoir l'effet inverse puisque la personne, elle a peut-être reçu 200 CV. Je ne dis pas ça pour décourager, mais c'est possible. 200 CV, et donc il faut le temps qu'elle les épluche, qu'elle trie, qu'elle contacte les candidats. Et puis, elle est fortement occupée, comme tout le monde, en ces temps post-Covid. Donc, laissez aussi le temps aux entreprises. Et si l'on vous dit oui, la candidature est à l'étude, ne rappelez pas, laissez au moins passer encore une semaine avant de faire une nouvelle relance.
Ensuite, on a Olivier. Si on n'a pas trouvé d'alternance et qu'on débute l'année 100 avec pour substitution un stage alterné, le temps d'en trouver une, notre statut est celui d'étudiant. Tout à fait, Olivier. Vous êtes étudiant en formation initiale. Donc, ce qui veut dire que là, les frais de formation ne sont pas à votre charge si vous trouvez un stage alterné. Sinon, vous attendez, simplement, vous restez dans le dispositif de l'apprentissage, puisque Élise vous a parlé du délai de 6 mois après le début de la formation. Là, ça va être un choix, en fait, en fonction de vos envies. Mais vous pouvez très bien décider de bénéficier de ce délai qu'a décidé le gouvernement et de vous dire, bah non, moi, voilà, il me reste un peu de temps pour trouver l'apprentissage que je souhaite, donc je suis ma formation. Et on met en place tout un tas d'outils pour que pendant les heures où vous devriez être en entreprise, bah, vous soyez à l'école justement pour travailler à cette recherche. Vous allez être vraiment soutenu par votre responsable relation entreprise. Mais à ce moment-là, vous restez dans le dispositif de l'alternance et en fait, les frais de formation seront pris en charge a posteriori par l'OPCO, l'opérateur de compétences de l'entreprise qui vous recrutera. Donc, ça doit aussi vous sécuriser, vous tranquilliser. Bien sûr, il ne va pas falloir se reposer. En tout cas, ça vous laisse quand même voilà, c'est un peu moins stressant que de se dire il faut absolument que j'ai trouvé fin septembre. Vous avez quand même cette petite marge de manœuvre. Après, nous, on a le cas aussi avec des étudiants qui ont une opportunité en stage alterné dans des entreprises qui leur plaisent énormément, qui n'ont pas la possibilité de proposer du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Donc, dans ce cas-là, ils font du stage alterné pendant 6 mois et ensuite, ils rechercheront un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. Donc, si vous avez une belle opportunité, même si vous avez envie de trouver un contrat d'apprentissage, vous n'êtes pas obligé de dire non. Vous pouvez faire les 2 types de contrats sur l'année scolaire. Ça vous permettra d'avoir beaucoup plus d'expérience professionnelle et également peut-être trouver plus facilement un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Dans ce cas-là, il faut quand même vous garder du temps pour vos candidatures d'apprentissage. Donc vraiment, c'est un choix parce qu'en effet, nous, on va quand même vous demander d'être… voilà, on va vraiment vous suivre et vous accompagner pour faire en sorte que vous trouviez dans le délai. Et du coup, on va vous demander des éléments pour vérifier que vous menez bien les recherches et pour pouvoir simplement vous aider, voir où ça pêche et vous aider à sortir de cette situation. Attendre mon admission avant de rechercher des entreprises. Je viens de candidater, je n'ai donc pas encore de date. Alors, on peut commencer à chercher. C'est des choses qui se font. Maintenant, vous n'allez pas forcément avoir tous les éléments pour postuler. Donc, quand vous allez passer l'entretien, vous allez expliquer que vous êtes en process d'admission avec l'ESP ou avec l'ESD, que vous visez telle formation et que potentiellement, vous allez être disponible pour ce contrat, donc contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, et que le rythme est de 4 jours en entreprise et une journée en formation. Et c'est vrai que vous n'aurez pas tous les détails, toutes les pièces en fait pour pouvoir commencer à monter le contrat. Mais ça ne vous empêche pas de commencer à candidater en effet et de commencer à vous rendre à des entretiens si vous avez des opportunités. Pas de souci. Ensuite, il y a Marie qui nous demande si l'alternance commence par exemple en novembre et se termine en novembre. Comment se passe le lien avec l'année universitaire qui commence en septembre? Alors, le contrat n'est pas forcément fini en novembre, du coup. Oui, le contrat doit se terminer en fait à la fin de la formation. Après, il y a toujours la possibilité de négocier avec l'entreprise pour terminer votre contrat un petit peu plus tôt. Il faut leur en parler assez rapidement en avance pour qu'ils puissent aussi s'organiser en interne. Mais voilà, on peut très bien faire une rupture à l'amiable en amont. Là, si vous démarrez en novembre, vous pouvez très bien avoir un contrat de novembre à fin septembre pour pouvoir du coup être disponible pour la prochaine alternance qui démarrera en fin septembre ou en octobre. Du coup, aucun souci par rapport à ça. Ensuite, Benjamin qui nous demande par rapport au stage alterné, les 132 jours sont uniquement des jours en entreprise. Ceux en classe ne sont pas comptés. Oui, effectivement, lorsqu'on vous dit que c'est maximum 6 mois d'immersion professionnelle en entreprise, c'est la convention de stage qui veut ça, donc c'est 132 jours en entreprise.
Donc, ce n'est pas 6 mois date à date par rapport à votre formation. C'est-à-dire, si vous commencez votre contrat, par exemple, en septembre, vous allez pouvoir terminer votre convention de stage à partir de mai, à peu près, avril-mai, souvent on est sur ces dates-là. Vous décomptez tous les jours de formation et vous décomptez les jours fériés aussi. Du coup, ça vous permet quand même de proposer une durée assez intéressante pour les entreprises qui n'est pas si éloignée que ça, finalement, d'un contrat d'alternance. On est aux alentours de 9 mois, bien souvent, donc ça reste intéressant. Mais en même temps, si on est en B3 cette année, c'est quand même moins intéressant que l'apprentissage, donc moins à valoriser. Comment doit-on relancer les entreprises qui prennent du temps à répondre? Ça, c'est fait. Bonjour, à savoir si vous connaissez des entreprises, parce que je suis à la recherche d'un apprentissage, je suis à Bordeaux. Alors, en fait, à partir du moment où vous êtes inscrit sur l'un de nos campus, vous avez tous les outils qui sont mis à votre disposition par la personne en charge des relations entreprises. Donc, ça peut être bien sûr des contacts. Hein. On va vous mettre directement à disposition toutes les offres qu'on reçoit de nos partenaires. Et on en reçoit beaucoup en ce moment, je vous le garantis. Donc, on ne va pas vous citer des entreprises là maintenant, puisque évidemment, on les garde pour nos étudiants et pour nos inscrits, forcément. La concurrence est rude quand même. Donc, on réserve vraiment toutes les opportunités pour nos inscrits et on va vous mettre à disposition. En ce moment, vous recevez des offres vraiment tous les jours. Hein. Je ne sais pas combien tu en envoies par jour, Élise, mais à mon avis, tu noies bien les étudiants d'offres. Voilà. Après, effectivement, c'est aux étudiants de faire les recherches quotidiennes sur les job boards et nos partenaires, effectivement, il y en a, je pense, 5 à 10 par jour. C'est en complément de votre travail à vous, sourcing, bien sûr, puisque c'est vous qui cherchez un contrat, c'est pas nous. Maintenant, on a plus de 90 ans maintenant, donc des partenaires, on en a dans les 3 villes. On est, même si à Lyon et à Bordeaux, on est plus jeunes, on a su vraiment se créer un vrai réseau de partenaires entreprises. Donc, comptez sur nous pour vous aider au mieux pour pouvoir vous placer. Ensuite, donc, on a un étudiant qui était dans les beaux-arts et il est allé en école de photographie. Donc, il n'avait pas d'expérience dans le marketing et il se demandait si ça pouvait se transformer en diplôme pour la rentrée de la 4e année à l'ESP. Alors oui, hors sujet, mais on va quand même prendre les questions. On a quelque chose à l'ESP qui s'appelle le cycle intensif, qui existe alors selon les campus en 3e et ou 4e année. Donc là, si vous cherchez à rentrer en M1 cycle intensif, c'est possible à Paris, pas à Lyon, Élise, si je ne m'abuse. Le B3 cycle intensif, c'est le M1. Le M1, il n'est pas encore. Voilà. C'est que le B3. Donc, il est disponible à Paris, ce titre. Et justement, en fait, cette formation, elle est accessible vraiment pour des gens comme vous qui ont validé un cursus dans un horizon différent, qui peut être la photo, comme c'est votre cas, les beaux-arts, ça peut être la médecine, la géo, l'histoire, les maths, que sais-je. C'est des classes qui sont chouettes et qu'on aime bien, les cycles intensifs, puisque vraiment, il y a une variété de parcours qui fait que la créativité en est complètement boostée et on a vraiment, une dynamique de classe qui est très sympa. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner pour le M1 cycle intensif. Kimberly qui demande si le fait de ne pas mettre son âge sur son CV, c'est disqualifiant. Oh bah non, quand même. Mais c'est un peu dommage pour chercher une alternance. Ouais. Après, il y a des entreprises pour qui c'est important parce que si vous avez, par exemple, de moins de 21 ans, ça peut avoir un impact aussi en termes de rémunération et sur leur budget. Pour l'alternance, alors par contre, ne mettez pas les dates de naissance, ça c'est important, parce que ça oblige les gens à faire le calcul. Et du coup, comme les gens n'ont pas le temps, ils préfèrent que vous notiez 21 ans, et du coup, ça vous oblige à changer à chaque fois que vous fêtez votre anniversaire, mais c'est pas bien grave. Plutôt que de mettre le 7 juillet 2000, où la personne va devoir dire, alors attends, ça va, entre 2000 et 2020, on est pas mal, mais pour d'autres années, mettez plutôt l'âge, et comme ça, on sait très très vite combien on va devoir vous rémunérer. Et c'est quand même un peu ce qui compte quand on recrute un alternant. Donc oui, c'est mieux. Après, je ne sais pas pourquoi
pourquoi ça vous embête Kimberley, puisque de toute façon, on le verra au moment de vous recruter. Mais ouais, dans l'idée, c'est quand même mieux. De toute façon, sachez que, alors peut-être si c'est pour une question d'âge, si c'est pour, enfin en tout cas d'âge un peu, si c'est une reprise d'études par exemple, sachez que l'apprentissage, il est ouvert aux personnes jusqu'à 30 ans, 30 ans moins un jour exactement. Et puis si vous êtes dans une situation particulière de création d'entreprise ou de handicap, il n'y a pas de limite d'âge. Sachant qu'en plus, il y a vraiment des avantages aussi supplémentaires pour les entreprises dans ce genre de cas. Donc, parfois, c'est plutôt même intéressant de mettre son âge quand on est dans des cas un peu particuliers. Mais si vous avez voilà, si vous êtes dans cette situation ou si vous voulez nous donner des précisions, n'hésitez pas à appeler l'une des écoles qui vous expliquera dans le détail quoi mettre et quoi ne pas mettre pour mettre toutes les chances de son côté. On a souvent la question par rapport à la photo, est-ce qu'il faut mettre ou pas mettre la photo. Souvent, c'est si vous ne mettez pas de photo, de toute façon, les entreprises, si vous passez un entretien notamment, elles vont vous googliser. Donc, regardez sur Internet les images. Donc, dans ce cas-là, il faut bien faire attention de fermer vos profils Facebook, Instagram et de gérer votre réputation aussi. Donc, c'est bien de mettre une photo. Au moins, c'est plus marquant aussi pour le recruteur de voir votre visage. Ça permet de mettre un nom sur le CV, une tête sur le CV. Après avoir fait un entretien, sous combien de jours est-il préférable de relancer la personne si aucun délai n'a été donné? Moi, je dirais une semaine, 10 jours. C'est bien. Ça laisse quand même le temps à la personne de voir potentiellement d'autres candidats et de pouvoir statuer tranquillement. Pas avant une semaine en tout cas. Sachant que déjà vous aurez fait le mail de remerciement, donc il ne faut pas non plus, comme je le disais tout à l'heure, à trop harceler non plus les gens ça peut les agacer au bout d'un moment. Donc voilà, une semaine c'est bien, au moins une semaine. Ensuite, on nous demande la date maximum pour obtenir une alternance. On l'a déjà évoqué, mais c'est au plus tard 6 mois après le début de votre formation pour le contrat d'apprentissage. Donc, sachant que nous, nos formations commencent de septembre à octobre et jusqu'à pré-février. Et encore une fois, vous serez bien évidemment tous en entreprise bien avant le mois de février, on vous le garantit. On a Alison, dans le cas où on ne trouverait pas d'alternance, possibilité de reporter la rentrée à l'année suivante. Oui, c'est toujours possible de refaire un report d'admission. Oui, après, ce serait peut-être dommage de ne pas se donner toutes les chances, puisque là, vous savez que vous avez un délai. Qu'est-ce que vous allez faire de cette année qui risque de faire un trou dans votre CV? Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment pertinent, Alison. En tout cas, évitez peut-être de prendre la décision trop rapidement dès le mois de septembre, alors que vous avez encore quelques mois devant vous pour trouver un employeur. Donc, oui, le report est possible, mais réfléchissez bien avant de prendre la décision. Alors ensuite, on a Laura, mais alors Laura, on ne sait pas dans quel... Non, Laure Guyot, on ne sait pas dans quel campus elle a été admise, mais en tout cas, elle a été admise, donc bravo, félicitations, bienvenue Laure. Donc, vous avez du mal à comprendre à quelle date se fait exactement la rentrée en formation. Normalement, sur votre planning, vous avez des couleurs qui représentent la formation et l'entreprise. Et du coup, vous devez avoir la première journée qui est dédiée à la formation, qui matérialise en fait cette rentrée. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de toute façon du campus sur lequel vous êtes admise pour avoir plus d'infos. Et puis, il y a beaucoup plus d'infos qui vont arriver aussi au fil de l'été, avec tout un tas de documents utiles pour préparer votre rentrée. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a juste Isabelle qui parlait de sa fille du coup qui fait un bac pro vente et qui demandait donc c'est quoi le délai de 6 mois. Donc on va y revenir, c'est le délai qu'a donné l'État suite au Covid, suite à la crise sanitaire, pour que les étudiants puissent trouver plus facilement une entreprise et laisser aussi le temps l'économie de revenir à la normale. Ils vont donner un délai de 6 mois pour trouver une alternance à partir du début de la formation. Alors concrètement, ça veut dire que votre fille, Isabelle, n'aura pas de rémunération puisqu'elle n'aura pas d'employeur, mais n'aura pas non plus de frais de formation, puisque à partir du moment où elle va trouver
un contrat d'apprentissage dans les délais, l'OPCO de l'entreprise qui va la recruter financera sa formation auprès de son CFA. Donc, voilà, il n'y a pas de rémunération, mais au moins, il n'y a pas de frais de formation non plus. Donc, on limite quand même la casse. Et attention, vous parlez en alternance, c'est le cas pour l'instant uniquement pour les contrats d'apprentissage. Ça risque d'être étendu au contrat pro, mais on attend le décret. Donc, pour l'instant, ça ne concerne votre fille que si elle fait sa rentrée dans un CFA pour préparer un contrat d'apprentissage. Voilà. Écoutez, merci pour toutes ces questions. On espère avoir répondu le plus exhaustivement possible à vos interrogations, à vos craintes. Vraiment, vous êtes complètement dans les temps, donc donnez tout. Vous allez trouver. Il n'y a aucune raison. Toutes les entreprises ont besoin de vous après cette période un peu compliquée. Vous êtes dans des domaines innovant, vous avez plein de soft skills à valoriser et c'est aussi en présentant ces compétences que vous allez montrer aux entreprises que finalement, c'est aussi par vous que va passer le rebond et la sortie de cette situation. Donc, valorisez-vous, ne vous désespérez pas surtout, c'est pas le moment puisqu'on n'est qu'au début et vraiment, on le disait, c'est une course de fond. Donc voilà, 5 candidatures par jour et puis ça va fonctionner, on est derrière vous, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez les responsables relations entreprises dans les écoles, vous avez nos profils LinkedIn, hein, on est toutes à votre disposition, donc on est là pour vous. Merci beaucoup. Merci. Merci Bonne chance. Bonne soirée. Bonne soirée.